La station de métro de São Paulo était presque déserte à 22h30 en ce jeudi froid de juillet. Helena Cardoso ajusta sa robe beige froissée, le dernier souvenir de son ancienne vie, et ramena ses pieds nus sous elle, essayant de conserver la chaleur. Ses chaussures avaient définitivement rendu l'âme la semaine dernière. Après 6 mois dans les rues de la ville, elle ouvrit son carnet de croquis d'architecture, feuilletant des projets qui ne seraient crainte jamais construits. Il y a 6 mois, elle avait son propre bureau, Villa Magdalena, des clients qui se disputaient ses services, et un fiancé qui disait l'aimer. Et puis, Thiago s'était enfui avec tout l'argent de l'entreprise, ne laissant que des dettes et un mot « Désolé, tu comprendras un jour ». Elle ne comprenait pas. Elle ne comprendrait probablement jamais. L'écho de talons d'enfant résonna sur le quai. Helena leva les yeux et vit une petite fille, pas plus de 5 ans, vêtue d'une robe de ballet rouge, sous une doudoune d'hiver coûteuse et un bonnet gris à pompons. Derrière elle, un homme de grande taille en costume sombre parlait au téléphone, complètement absorbé par sa conversation. La petite fille s'arrêta, observant Helena avec une intensité déconcertante. Ses yeux marrons semblaient trop vieux pour un si jeune visage. « Tu pleures à l'intérieur » annonça la petite fille de sa voix ferme et claire. « Moi aussi je pleure à l'intérieur. Tu n'as pas de maison et je n'ai pas de mère. Nous sommes pareils. » Helena cligna des yeux, surprise, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la petite fille lui tendit un sac en papier arborant le logo d'une boulangerie chic de Jardim Paulista. « Tu dois manger. Johanna prépare toujours trop de sandwichs et je ne peux pas tout finir. Je m'appelle Isabella. » L'homme la remarqua enfin et rangea son téléphone d'un geste brusque. Il traversa le quai en 3 longues enjambées, s'interposant entre sa fille et Helena. « Je t'ai dit de ne pas parler aux inconnus. » Son regard survola Helena, l'évaluant, la jugeant, tirant des conclusions en quelques secondes. Elle connaissait ce regard. C'était le même regard qu'elle recevait quotidiennement. Une méfiance automatique, un malaise à peine dissimulé, la supposition que les sans-abri sont dangereux, toxicomanes ou méritent leur sort. « Désolé, marmonna-t-il sans regarder Helena. Isabella vient. » « Mais elle doit manger. » Isabella résista alors que son père tentait de la tirer. « Elle est seule, comme moi. »« Isabella, ça suffit. »« Non. » La petite fille se mit à pleurer, s'agrippant au sac en papier. « La jolie dame en a besoin. Tu ne vois jamais rien. Tu ne regardes que ton téléphone. » Helena tenta de rendre le sac. Sa voix était douce. « Tout va bien, ma chérie. Ton père a raison. »« Tout ne va pas bien, » cria presque Isabella, des larmes coulant sur ses joues. « Rien ne va bien. Maman est partie et papa s'en fiche, et tout le monde fait semblant que tout va bien. Mais ce n'est pas le cas. » L'homme pâlit. D'autres passagers commençaient à regarder. Le métro entrait en gare dans un crissement de frein. « Viens, maintenant. » Il souleva Isabella qui se débattait et pleurait. Le sac en papier tomba au sol. Lorsque le train s'arrêta, Helena le ramassa et courut vers la porte. « Attendez !» Elle voulait le leur rendre, mais l'homme était déjà à l'intérieur, serrant Isabella contre sa poitrine. La petite fille colla son visage à la vitre. Ses petites mains frappèrent le verre. Sa bouche formait des mots qu'Helena ne pouvait pas entendre. Les portes se fermèrent. Le train démarra. Helena resta seule sur le quai, tenant le sac en papier contenant un sandwich au jambon et une brique de jus. Les larmes coulèrent enfin librement. 4 jours plus tard, Isabella Almeida n'avait pas prononcé un mot. Raphaël observait sa fille pousser la nourriture dans son assiette au petit déjeuner. Son regard était fixé sur un point lointain. Elle ne répondait pas aux questions, ne réagissait pas aux promesses de glace ou de promenade, se contentant de hocher la tête ou de montrer du doigt lorsque c'était absolument nécessaire. « Seigneur Raphaël, elle doit manger quelque chose, » supplia Johanna, la nounou, visiblement à bout. « Ça fait 3 jours qu'elle ne touche presque à rien. »« Elle mangera quand elle aura faim, » répondit Raphaël, plus brusquement qu'il ne l'aurait voulu. Il était épuisé. Réunion le jour, insomnie la nuit. Un sentiment constant de culpabilité lui rongeait les entrailles. La scène de la station de métro tournait en boucle dans sa tête. Maman est partie et papa s'en fiche. Sa fille de 5 ans avait crié sa vérité à une inconnue sur un quai, et il n'avait aucune idée qu'elle portait en elle tant de douleur. Sylvia, sa mère, arriva ce jour-là, comme tous les jeudis, apportant des cadeaux coûteux qu'Isabella regarda à peine. La grand-mère essaya toutes les tactiques, gaieté exagérée, corruption, et même des menaces voilées. Mais Isabella restait obstinément silencieuse. « Raphaël, ce n'est pas normal, » dit Sylvia une fois qu'ils furent tard seuls dans le salon. « Les enfants n'arrêtent pas de parler comme ça, sans raison. Tu dois l'emmener voir un spécialiste. Elle a déjà un psychologue, alors emmène-la à nouveau, immédiatement. » Ce fut finalement Johanna qui aborda le sujet le vendredi soir, entrant dans le bureau de Raphaël les larmes aux yeux. « Seigneur, je n'en peux plus. Isabella, elle est différente.
Ce n'est pas seulement qu'elle ne parle pas, c'est comme si elle avait abandonné. Johanna prit une profonde inspiration. Et je crois que je sais pourquoi. Raphaël ferma son ordinateur portable. Explique. Cette femme à la station, Isabella n'arrête pas de la dessiner. Elle a des carnets remplis de dessins. Une femme aux cheveux blonds dans une robe dorée. Et quand j'ai essayé d'en jeter un, elle a fait une crise d'hystérie. Dans la chambre d'Isabella, décorée de ballerines et de tons roses que Marina avait choisis des années auparavant, il y avait au moins 20 dessins éparpillés. Tous montraient la même silhouette. Une femme aux longs cheveux, toujours en robe, toujours avec une expression triste. Sur l'un des dessins, la femme tenait les mains d'une petite fille. Au-dessus d'une écriture enfantine était maladroitement écrit « Ami ». Le samedi matin, Raphaël appela le docteur Patricia Mendes, la psychologue pour enfants d'Isabella, pour lui demander une consultation d'urgence. « Raphaël, ce que je vais vous dire est peut-être difficile à entendre, mais il est crucial que vous compreniez. Isabella n'est pas seulement triste, elle vit une régression traumatique, expliqua la psychologue après avoir examiné la petite fille. Isabella a vu en cette femme le reflet de sa propre douleur. Elle a créé un lien émotionnel. Quand vous les avez séparés si brusquement, vous avez réactivé le traumatisme de la perte de sa mère. J'essayais de la protéger, dit Raphaël, la nausée au ventre. Je sais, mais pour Isabella, cela a ressemblé à un nouvel abandon. Le docteur Patricia se pencha en avant. Raphaël, vous devez trouver cette femme. Pendant 5 nuits consécutives, Raphaël retourna à la station de métro de São Paulo avec Isabella. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Rien. La petite fille le serrait sa main avec une force silencieuse. Ses yeux scannaient en chaque visage. L'espoir mourait un peu plus chaque nuit. Le vendredi, la 5e nuit, Raphaël était prêt à abandonner quand Isabella lâcha soudainement sa main et se mit à courir. Elena était assise sous l'auvent du quai, se protégeant de la bruine et dessinant dans son carnet. La même robe beige, maintenant plus sale. Ses pieds toujours nus, rougis par le froid. Isabella s'arrêta à quelques mètres d'elle, comme si elle craignait qu'Elena ne disparaisse si elle s'approchait trop vite. Elena leva les yeux. « Salut, dit-elle doucement. Tu es revenue ?» Isabella courut, se jetant dans les bras d'Elena avec une telle force qu'elle faillit la renverser. La petite fille enfouit son visage dans l'épaule d'Elena et, pour la première fois en 6 jours, elle parla. « Tu es revenue. Je croyais que tu étais partie pour toujours, comme maman. » Elena ferma les yeux très fort, serrant l'enfant contre elle. « Non, je suis là. » Raphaël s'approcha, observant la scène. La culpabilité le frappa comme un coup physique. « Excusez-moi, dit-il, la voix rauque. Isabella a cessé de parler après cette nuit-là. Sa psychologue a dit qu'elle avait besoin de... Pourriez-vous venir avec nous? Boire un café, parler ?» Elena hésita. Chaque instinct lui criait de fuir le danger, mais elle regarda Isabella, ses yeux pleins d'espoir, et ne put refuser. « D'accord, mais dans un lieu public. » Ils se dirigèrent vers un snack-bar ouvert 24h24 sur l'Avenida Paulista. 3 inconnus, unis par la douleur, la perte et une petite fille de 5 ans qui voyait la vérité là où les adultes ne voyaient que la surface. Cette conversation allait tout changer. Le snack-bar de l'Avenida Paulista était du genre de ceux qui existent à São Paulo depuis les années 80. Plastique usé, lumière fluorescente vacillante, odeur de café réchauffé et de pain sur la plaque. Mais il y faisait chaud, c'était propre, et la serveuse ne s'y a même pas quand Elena entra pieds nus. Raphaël commanda 3 cafés au lait et une assiette de pão de queijo, petit pain au fromage. Isabella s'assit à côté d'Elena sur la banquette en plastique rouge, refusant de lâcher sa main. « Tu dois manger, Isa », dit Raphaël en poussant doucement l'assiette vers sa fille. Isabella secoua la tête, regardant Elena. « Seulement si elle mange aussi. » Elena eut un sourire triste. « D'accord, on peut partager. » Elle prit un pão de queijo, le rompit en 2 et en donna la moitié à Isabella. Elles croquèrent en même temps. Ce n'était qu'alors qu'Isabella accepta de manger le reste. Raphaël observait, fasciné et un peu jaloux de l'aisance entre elles. « Sa psychologue a dit qu'Isabella avait arrêté de parler à cause de moi, » dit Elena après un long silence, ses mains en coupe autour de la tasse chaude. « Pas à cause de vous, » la corrigea rapidement Raphaël. « À cause de ce qui s'est passé, à cause du lien qui a été rompu. » Il marqua une pause. « Puis-je vous demander votre nom ?»« Elena Cardoso. » Raphaël Almeida. « Et vous connaissez déjà Isabella ?» Il but une gorgée de café, choisissant ses mots avec soin. « Elena, je dois être direct, car je ne sais pas quand je vous reverrai. Le docteur Patricia, la psychologue d'Isabella, a dit que ma fille avait créé un lien émotionnel avec vous.
que lorsque je suis intervenu cette nuit-là, j'ai réactivé son traumatisme lié à la perte de sa mère. Elena regarda Isabella qui s'était assoupie contre son épaule. Sa mère, elle est morte il y a 2 ans. Un accident de voiture. Raphaël déglutit. Isabella avait 3 ans. Je pensais qu'elle était trop jeune pour vraiment comprendre, mais il fit un geste vague vers sa fille. De toute évidence, je me trompais sur beaucoup de choses. Je suis vraiment désolé, dit sincèrement Elena. Perdre quelqu'un de cette façon, c'est dévastateur. Avez-vous perdu quelqu'un ? Elena eut un rire sans joie. J'ai tout perdu. Il y a 6 mois, j'avais un bureau d'architecture à Villa Maddalena. Un appartement, une voiture, un fiancé. Puis mon fiancé, qui était aussi mon associé, s'est enfui avec tout l'argent de l'entreprise, me laissant des dettes colossales à mon nom. J'ai tout perdu en 3 mois. L'appartement, ma réputation, ma carrière. Elle regarda ses mains. Je suis à la rue depuis mars. Raphaël resta silencieux, digérant l'information. Vous êtes architecte ? J'étais. Ma licence est suspendue à cause des dettes. Et même si elle ne l'était pas, qui engagerait quelqu'un qui dort dans les stations de métro ? Elle dit cela sans apitoiement, comme un simple fait. Moi je vous engagerai, dit soudain Raphaël. Elena cligna des yeux. Quoi ? Pas pour l'architecture, enfin pas encore. Il se pencha en avant. Elena, je vais vous faire une proposition qui va sembler complètement folle, et vous avez parfaitement le droit de refuser. Mais je dois le faire parce que ma fille souffre, et vous êtes la seule personne qui ait réussi à l'atteindre en 2 ans. Elena se tendit. Ses instincts de survie s'éveillèrent. Seigneur Almeida, Raphaël, s'il vous plaît, corrigea-t-il doucement. Si vous proposez ce que je pense que vous proposez, je ne... Il comprit immédiatement et la coupa. Non, mon Dieu, non. Désolé, c'est mal sorti. Il prit une profonde inspiration. Je veux vous engager comme compagne pour Isabella. Essentiellement, une nounou. Mais vous serez présentée comme une amie de la famille, car c'est ainsi qu'Isabella a besoin de le voir. Vous vivrez au manoir, vous aurez votre propre chambre, les repas, un salaire mensuel. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que vous passiez du temps avec elle, que vous l'aidiez à gérer ce qu'elle ressent, que vous soyez ce que vous étiez cette nuit-là à la station. Elena le regardait, la bouche légèrement entr'ouverte. Vous êtes sérieux ? Tout à fait sérieux. Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être n'importe qui. Une toxicomane, une criminelle, quelqu'un de dangereux. Vous n'êtes rien de tout cela, dit Raphaël avec une conviction surprenante. Isabella le sait. Les enfants ont un instinct pour ces choses-là. Et honnêtement, en ce moment, je fais plus confiance à son jugement qu'au mien. Elena regarda Isabella, dormant maintenant paisiblement contre son épaule, puis à nouveau Raphaël. Combien ? 5 000 réaux par mois. Un contrat d'1 an avec une période d'essai de 3 mois. Si cela ne fonctionne pas pour l'un de nous, vous partez avec une indemnité de départ de 3 mois. C'était plus d'argent qu'Elena n'en avait vu depuis des mois. C'était un toit, la sécurité, une chance de se reconstruire. Mais c'était aussi terrifiant. Entrer dans la vie de ces gens riches, dépendre d'eux, risquer d'être blessé à nouveau. « J'ai des conditions, dit-elle enfin. Raphaël hocha la tête. « Dites-moi. » L'autorisation d'étudier en ligne la nuit. Je veux récupérer ma licence d'architecte. Ce n'est pas négociable. D'accord. Et si j'ai l'impression que ça ne marche pas, ou que je suis traité comme une domestique, je pars immédiatement. Sans drame, sans explication. C'est juste. Elena prit une profonde inspiration, regardant à nouveau la petite fille dans ses bras. Tu n'as pas de maison et je n'ai pas de mère. Nous sommes pareils. Peut-être pouvaient-elles se sauver l'une l'autre. D'accord, murmura-t-elle. J'accepte. Raphaël ferma les yeux un instant. Un soulagement l'envahit. Merci. Vous ne savez pas ce que cela signifie. Mais Elena le savait. Cela signifiait une seconde chance pour toutes les deux. 2 jours plus tard, armée de son seul sac à dos contenant son carnet de croquis, Elena Cardozo franchit les portes du manoir des Almeida à Jardim Europa sans la moindre idée qu'elle n'en ressortirait plus jamais la même. Le manoir était tout ce qu'Elena avait imaginé, et plus encore. 3 étages d'architecture moderne, un jardin tentaculaire avec piscine, un garage pour 4 voitures, le genre de maison qu'elle avait l'habitude de concevoir sans jamais rêver d'y vivre un jour. Donna Lourdes, la gouvernante de 58 ans, accueillit Elena à la porte de service avec une politesse glaciale. « Seigneur Raphaël a demandé qu'on vous prépare une chambre dans l'aile du personnel. C'est par ici. » La chambre était petite, peut-être 3 mètres sur 3, avec un lit simple, une armoire encastrée et une salle de bain minuscule, mais elle avait une fenêtre, l'air conditionné, et elle était impeccablement propre. Pour Elena, qui avait passé les 6 derniers mois à dormir dans des refuges surpeuplés ou sur des bancs de gare, cela ressemblait à un hôtel 5 étoiles. « Merci, dit-elle sincèrement. C'est parfait. »
Donna Lourde parut légèrement surprise par sa gratitude sincère. Le dîner est à 19h. Isabella a demandé que vous mangiez avec elle dans la cuisine. Seigneur Raphaël dîne généralement au bureau. Les premiers jours, Elena sentit le poids des regards. Johanna, la nounou de 32 ans, était ouvertement hostile, voyant en Elena une menace pour son travail. Carlos, le chauffeur, gardait une distance professionnelle. Seule Donna Celia, la cuisinière de 62 ans, traitait Elena avec une gentillesse simple. « J'ai travaillé comme domestique quand je suis arrivé de Ceará à 18 ans, lui confia Donna Celia, un matin en versant un café frais à Elena. Je sais ce que c'est que de repartir de zéro. Tu es la bienvenue dans ma cuisine. » Isabella, cependant, n'était que pure joie. Elle se réveillait à 6h du matin juste pour prendre son petit déjeuner avec Elena. Elle insistait pour qu'Elena l'emmène à l'école à Jardim Paulistano en taxi, payé par Raphaël. L'après-midi, elles faisaient les devoirs ensemble dans le jardin, dessinaient, jouaient dans la piscine. Elena lui racontait des histoires de la mythologie grecque que sa propre mère lui avait apprises. Perséphone et Hadès, Orphée et Eurydice, Icare volant trop près du soleil. Isabella écoutait, fascinée, posant des questions complexes. Perséphone était triste de quitter sa mère ? Demanda Isabella un après-midi. Très triste, répondit prudemment Elena. Mais elle a aussi trouvé quelque chose de nouveau dans le monde souterrain. Parfois on perd des choses et on en gagne d'autres en retour. Comme moi qui ai perdu maman, mais qui t'ai gagné, toi. Elena sentit son cœur se serrer. Un peu comme ça, ma chérie. Raphaël observait de loin, partant à 7 ans et rentrant à 22 ans. Il voyait les changements chez Isabella à travers les rapports de Donna Lourde. La petite fille mangeait mieux, riait davantage, dormait toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Mais il gardait une distance émotionnelle prudente, comme s'il craignait de briser quelque chose de fragile en s'approchant trop. Jusqu'à la nuit de l'orage. C'était fin août et une violente tempête s'abattit sur Sao Paulo. Des éclairs illuminèrent le ciel, le tonnerre faisait trembler les fenêtres. À 20h, l'électricité se coupa complètement. Elena était dans sa chambre quand elle entendit des cris. Elle courut jusqu'à la chambre d'Isabella et trouva la petite fille recroquevillée dans son lit, tremblante, les mains sur les oreilles. « Isabella, tout va bien. C'est moi. »« Non, le bruit, comme cette nuit-là. Maman était dans la voiture, et il y avait beaucoup de bruit. Et puis elle est partie. » Elena comprit instantanément. Marina était morte dans un accident pendant un orage. Pour Isabella, le tonnerre était le son de la perte. « Viens ici, ma chérie, viens avec moi. » Elena prit une couverture et emmena Isabella au salon, allumant des bougies qu'elle trouva dans la cuisine. Donna Celia apparut avec du chocolat chaud, Donna Lourde avec des couvertures supplémentaires. Elena commença à chanter doucement. Une vieille berceuse que sa grand-mère lui chantait, sur les étoiles, la lune et les nuits sûres. Isabella se calma peu à peu, blottie dans les bras d'Elena. Raphaël descendit à 20h, incapable de travailler sans Internet, et s'arrêta sur le seuil du salon. La scène le frappa avec une force inattendue. Elena sur le canapé, à la lueur des bougies, Isabella dormant enfin sur ses genoux, la voix douce d'Elena fredonnant encore la mélodie. Il ne réalisa pas qu'il pleurait avant de sentir les larmes sur son visage. Elena leva les yeux et le vit. Leurs regards se croisèrent dans la pièce sombre, éclairée uniquement par les bougies et les éclairs lointains. Quelque chose passa entre eux, une reconnaissance, une compréhension, le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. « Elle va bien maintenant, murmura Elena. Les orages lui font peur. » « Je ne savais pas, avoua Raphaël d'une voix rauque en entrant dans le salon. Mon Dieu, je ne savais pas. Vous travaillez beaucoup. C'est difficile de savoir quand on n'est pas là. » Ce n'était pas un reproche, juste un fait, mais cela frappa Raphaël alors qu'il s'asseyait prudemment dans le fauteuil d'en face. « Merci de prendre soin d'elle. C'est mon travail. »« Non, fit-il en désignant la scène, la couverture, les bougies, la tendresse évidente. Ça, c'est au-delà du travail. » Elena regarda Isabella endormie. Elle me rappelle moi-même, seule, effrayée, essayant de comprendre pourquoi les mauvaises choses arrivent. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Un silence s'installa, seulement troublé par les grondements lointains. L'orage passait. « Vous voulez un café ?» demanda soudain Raphaël. « J'allais en faire un quand l'électricité a été coupée, mais nous pouvons utiliser la cuisinière à gaz. » Elena hésita, puis hocha la tête. Le fait d'être réveillés ensemble dans le noir, vulnérables, donnait à cette proposition un air moins patronal et plus humain. Dans la cuisine éclairée aux bougies, Raphaël préparait le café sur la cuisinière pendant qu'Elena tenait Isabella. Il parlait à voix basse. D'abord de la petite fille, puis d'autre chose.
Raphaël posa des questions sur l'architecture, et les yeux d'Elena s'illuminèrent tandis qu'elle parlait de design durable et d'espace communautaire. « Mon entreprise est en train de réaménager ses bureaux, dit Raphaël pensif. Auriez-vous des suggestions pour l'agencement ?» Elena, nerveuse mais passionnée par le sujet, commença à griffonner des idées sur une serviette en papier. Raphaël fut impressionné par son intelligence et sa créativité, sa façon de penser en 3 dimensions, en tenant compte non seulement de l'esthétique, mais aussi du flux des personnes, de la lumière naturelle, de la durabilité. Lorsque l'électricité revint à 2 heures du matin, ils clignèrent tous deux des yeux sous la lumière soudaine, surpris du temps qui s'était écoulé. « Je dois la mettre au lit, » dit Elena en se levant avec Isabella dans les bras. Elena l'appela Raphaël alors qu'elle atteignait la porte. Elle se retourna. « Merci. Vraiment, pour tout. » Elle eut un sourire doux. « Bonne nuit, Raphaël. » Cette nuit-là, aucun d'eux ne parvint à dormir. Tous deux pensèrent à la conversation dans la cuisine, à l'aisance inattendue, à la façon dont le nom de l'autre sonnait sur leurs lèvres. Quelque chose était en train de changer, lentement, inexorablement, dangereusement, et aucun d'eux ne savait comment l'arrêter. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Elena avait emménagé au manoir. Octobre avait amené la chaleur à Sao Paulo et avec elle des changements subtils mais profonds. Les conversations nocturnes dans la cuisine étaient devenues un rituel tacite. Raphaël commençait à travailler tard, plus souvent, finissant toujours dans la cuisine où Elena étudiait après avoir couché Isabella. Ils discutèrent d'architecture, de technologie, parfois juste de la vie. Une nuit, Raphaël parla de Marina pour la première fois. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Elle étudiait l'administration, moi l'ingénierie. Nous nous sommes mariés à 23 ans, jeunes et stupides. Il eut un sourire triste. Nous n'étions pas parfaits. Elle se plaignait que je travaillais trop. Nous nous sommes disputés le matin de l'accident, à ce sujet. Elle voulait que je passe plus de temps à la maison. J'ai dit que je construisais un avenir pour notre famille. Sa voix se brisa. Elle est partie en colère. Elle a eu l'accident 3 heures plus tard sur la marginale Pinheiros pendant un orage. Alice est morte avant l'arrivée des secours. Je n'ai jamais pu m'excuser. Elena posa instinctivement sa main sur la sienne. Elle savait que tu l'aimais. Les couples se disputent. Ce n'est pas de ta faute. Ma tête le sait. Mon cœur, lui. Il regarda leurs mains entrelacées et ne la retira pas. Merci de m'écouter. L'attirance entre eux grandissait, impossible à ignorer. Les contacts accidentels duraient un des plus longtemps, les regards s'attardaient. Un jour, Raphaël proposa à Elena d'utiliser son bureau à domicile pour étudier lorsqu'il n'était pas là. Un autre jour, Elena lui prépara un café spécial, se souvenant exactement de la façon dont il l'aimait. Isabella remarquait tout avec la perspicacité d'une enfant. « Allez-vous vous marier ?» demanda-t-elle innocemment lors d'un dîner dans la cuisine, faisant presque s'étouffer les 2 adultes. « Isabella !» dit Raphaël en rougissant. « Mais vous vous aimez, je le vois. Et j'aimerais qu'Elena reste pour toujours. » Elena changea rapidement de sujet, mais la question resta en suspens, comme une promesse ou une menace. Début novembre, Sylvia insista pour un dîner de famille chez Fasano, un restaurant cher, et invita explicitement Elena. Si elle est si importante pour Isabella, elle doit venir. Elena savait que c'était un piège. Elle n'avait pas de vêtements appropriés pour un restaurant de luxe. Elle s'apprêtait à trouver une excuse lorsqu'elle trouva une robe suspendue à la poignée de sa porte. Bleu marine, simple mais élégante. Exactement sa taille. Sans mots. Mais elle savait qu'il avait laissé là. Chez Fasano, Sylvia fut cruelle, avec une subtilité raffinée. « Elena, ma chère, Raphaël m'a dit que vous étiez architecte. Ou l'étiez. Je suis un peu confuse quant à votre situation actuelle. »« Je suis en train de reconstruire ma carrière, » répondit calmement Elena. « Comme c'est admirable. Bien sûr, dans notre cercle, la réputation est tout. Une fois qu'on l'a perdue... » Sylvia laissa la phrase en suspens, souriant doucement. Raphaël intervint, sa voix tranchante. « Maman, Elena a plus de dignité et de classe que la moitié des gens dans ce restaurant. Si tu ne peux pas la traiter avec respect, nous partons. » Isabella applaudit. « Bien dit, papa. » Sylvia resta bouche bée. Raphaël ne l'avait jamais contredite en public. Elena sentit une chaleur l'envahir. Pas seulement de la gratitude, mais quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Dans la voiture, sur le chemin du retour, la tension sexuelle était palpable. Les doigts de Raphaël frôlèrent ceux d'Elena sur le levier de vitesse. Isabella dormait à l'arrière. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, Raphaël raccompagna Elena jusqu'à sa porte. « Merci, murmura-t-elle, de m'avoir défendu. »« Toujours, répondit-il d'une voix rauque. Leurs visages étaient très proches. Elena pouvait sentir sa chaleur, voir les éclats dorés dans ses yeux marrons. Raphaël se pencha. Elena ne recula pas.
Leurs lèvres étaient à quelques centimètres. « Désolé. » Raphaël recula brusquement. C'était inapproprié. « Vous travaillez pour moi. Je n'aurais pas dû. »« Raphaël. Bonne nuit, Elena. » Il se précipita vers sa chambre, la laissant confuse et blessée. Les jours suivants, Raphaël créa une distance. Il recommença à travailler jusqu'à minuit, éviter la cuisine, communiquer par l'intermédiaire de Dona Lourdes. Elena ressentit ce rejet comme une blessure physique, mais resta professionnelle pour le bien d'Isabella. Puis, un jeudi de novembre, tout bascula. Elena travaillait dans le bureau à domicile à 21h. Raphaël était à un dîner d'affaires. Soudain, elle entendit un bruit de verre brisé en bas. Son sang se glaça. Elle descendit sans bruit, le cœur battant à tout rompre. Dans le salon, en train de fouiller dans les tiroirs, se trouvait Thiago, son ex-fiancé. Il se retourna en souriant. « Salut, Eleninia, tu m'as manqué. » Elena ne ressentit rien d'autre qu'une rage froide. « Comment es-tu entrée ? » « J'ai escaladé le mur, ce n'était pas difficile de te trouver. Des connaissances ont posté des photos de la nouvelle famille choyée des Almeida sur les réseaux sociaux. Tu as bien grimpé dans le monde ? » Son ton était du pur venin. « Pars avant que j'appelle la sécurité. »« Attends, je suis venu avec une proposition commerciale. » Thiago s'approcha. Elena ne recula pas. « Je suis poursuivi au pénal. J'ai besoin que tu retires ta plainte et que tu témoignes que tout n'était qu'un malentendu commercial. En échange, je te rendrai 30% de l'argent. » « Non. » « Elena, sois raisonnable. Tu m'as laissé à la rue, tu as volé mon travail, ma réputation, ma vie, et maintenant tu veux que je mente pour toi ?» Elle eut un rire sans joie. « Jamais. » Le visage de Thiago s'assombrit. « Tu crois que ces gens riches se soucient de toi ? Tu es leur projet de charité. Dès qu'il en aura marre de jouer au héros, tu retourneras dans le caniveau où il t'a trouvé. Pars maintenant. » Elle a dit de partir, la voix de Raphaël était glaciale. Il se tenait sur le seuil, arrivé plus tôt et ayant été témoin de tout. En 3 pas, Raphaël attrapa Thiago par le col, quelque chose de primitif et de dangereux dans les yeux. « Si tu poses un seul doigt sur elle, si tu reviens près de cette maison, près de cette famille, je te détruirai, compris ?» Thiago hocha la tête frénétiquement. Raphaël le traîna jusqu'à la porte, appelant la sécurité. Alors qu'on le jetait dehors, Thiago hurla. « Demande-lui combien elle gagne, demande-lui si elle n'utilise pas ta fille. » La porte claqua. Le silence s'installa. Elena tremblait, l'adrénaline retombant enfin. Raphaël se tourna vers elle et elle s'attendait à du réconfort. Au lieu de cela, elle vit quelque chose sur son visage qui la glaça. Le doute. « Raphaël, j'ai besoin de digérer ça. » Sa voix était étrange, distante. « Tu vas bien ? » ?»« Oui, mais... » »« Bien, je vais me coucher. Bonne nuit. » Il monta les escaliers, la laissant seule. Elena réalisa avec une horreur croissante que les paroles de Thiago avaient implanté une graine empoisonnée, et que Raphaël, trop traumatisé pour faire pleinement confiance, la laissait pousser. Le lendemain matin, Sylvia arriva au manoir à 8h, trop tôt pour que ce soit une coïncidence. Raphaël la rejoignit dans le salon, les yeux rouges d'une nuit sans sommeil. « Dona Lourdes m'a appelé, » dit Sylvia sans préambule. « Un homme est entré par effraction hier soir, l'ex-fiancé de cette fille. C'est réglé, la sécurité est renforcée. » « Raphaël ?» Sylvia s'assit, sa voix était inhabituellement douce. « Mon chéri, je sais que tu veux aider, mais les gens comme elle amènent des problèmes, des passés compliqués, des connexions dangereuses, et Isabella est au milieu de tout ça. Ce n'est pas la faute d'Elena. Je ne dis pas que ça l'est, mais la réalité c'est que tant qu'elle sera là, ce genre de choses pourra arriver. Hier c'était l'ex-fiancé, demain ce sera des créanciers, des gens dangereux. » Sylvia marqua une pause. « Veux-tu vraiment exposer ta fille à cela ?» Raphaël se frotta le visage, épuisé. Les mots de Thiago résonnaient. « Tu es leur projet de charité. » Il savait que c'était faux. Il voyait à quel point Elena aimait Isabella, comment elle étudiait dur, comment elle ne demandait jamais rien au-delà de ce qui était convenu. Mais émotionnellement, blessé par la trahison, avec la culpabilité éternelle de la mort de Marina après une dispute, il ne pouvait pas faire taire la voix qui murmurait « Et si... » « Je vais lui parler, » dit finalement Raphaël, se détestant. Elena était dans le jardin avec Isabella quand Raphaël l'appela. La petite fille était heureuse, lui montrant de nouveaux dessins de la famille. Elle, Elena et Raphaël ensemble. « Isabella, va jouer près de la piscine. J'ai besoin de parler à Elena. » Quelque chose dans son ton fit hésiter Isabella, mais elle obéit. « À propos d'hier soir, » commença Raphaël, incapable de la regarder dans les yeux. « Je dois penser à la sécurité d'Isabella. » Elena sentit un froid glacial dans son ventre. « Raphaël, je ne la mettrai jamais en danger. Je le sais, rationnellement, je le sais.
Mais cet homme est entré chez moi et il est venu pour toi. » Il la regarda enfin. « Isabella est ma priorité. Toujours. Bien sûr, elle est aussi ma priorité. » « Pour combien de temps ?» Les mots sortirent le plus dur qu'il ne l'avait voulu. « Tu vas reconstruire ta carrière et partir. C'est ce que tu dois faire. Mais Isabella, elle est tellement attachée à toi. Que se passera-t-il quand tu partiras ?» Elena recula comme si elle avait été frappée. « Tu penses que je vais juste l'abandonner ? Pas intentionnellement. Mais tu as 28 ans, Elena. Tu vas rencontrer quelqu'un, refaire ta vie, passer à autre chose. Et Isabella restera ici, perdant une autre personne. Alors, qu'es-tu en train de dire ? Que je devrais partir maintenant, avant qu'elle ne s'attache encore plus ? » Raphaël resta silencieux. Un silence qui était une réponse. Les larmes montèrent aux yeux d'Elena. « Je comprends, Thiago avait raison, n'est-ce pas ? J'étais un projet de charité temporaire. »« Ce n'est pas ça, c'est exactement ça. » Elle essuya ses larmes avec colère. « Très bien, je partirai. Mais je ne mentirai pas à Isabella, elle mérite la vérité. »« Elena, attends. J'ai besoin d'une journée pour rassembler mes affaires et lui dire au revoir dignement. C'est le moins que tu me doives. » Elle se tourna pour partir puis s'arrêta. « Tu sais ce qui est fait le plus triste, Raphaël ? Je commençais à tomber amoureuse de toi. Et pendant une minute, j'ai cru que c'était réciproque. Mais tu as tellement peur de perdre que tu ne vois même pas ce que tu as juste devant toi. » Elle le laissa seul dans le jardin. Chaque mot était un poignard dans sa poitrine. Cette nuit-là, Elena essaya d'expliquer à Isabella « Ma chérie, je dois partir pour un petit moment. Il y a des choses que je dois régler. »« Non !» hurla Isabella, entrant instantanément en crise. « Tu avais promis, tu avais dit que tu resterais. Je sais, mais parfois les choses changent. Menteuse, tout le monde ment. Maman a dit qu'elle reviendrait, et elle n'est pas revenue. Tu as dit que tu resterais, et maintenant tu pars. » Isabella commença à casser des choses, à jeter des livres, à renverser une lampe, à se griffer le visage avec ses propres ongles. « Je te déteste, va-t'en, comme maman est partie. » Raphaël accourut au bruit. Il trouva Isabella au sol, en pleine crise, et Elena en larmes, essayant de la calmer. Et il réalisa avec une clarté dévastatrice, c'était lui qui avait causé cela. Pas Thiago, pas Elena. Lui, par sa peur, son insécurité, son incapacité à faire confiance. Il était à nouveau en train de briser sa fille. Donna Lourde appela le docteur Patricia en urgence. La psychologue arriva 30 minutes plus tard, utilisant des techniques thérapeutiques pour calmer Isabella jusqu'à ce qu'elle s'endorme enfin, épuisée par les pleurs. Dans le couloir, le docteur Patricia affronta Raphaël sans pitié. « Qu'avez-vous fait ? » J'ai demandé à Elena de partir, pour la sécurité d'Isabella. »« Mensonge. Vous lui avez demandé parce que vous avez peur d'aimer, de perdre, de faire confiance. » Elle désigna la chambre où dormait Isabella. « Vous êtes prêt à briser à nouveau votre fille à cause de votre peur ? Parce que c'est exactement ce que vous faites. Isabella ne surmontera pas ce deuxième abandon, Raphaël. Cela laissera des cicatrices permanentes. » Elle prit son sac. « Vous avez passé 2 ans à avoir peur de vivre. Vous n'avez protégé personne, vous n'avez fait que créer plus de douleur. Et maintenant, vous recommencez. Félicitations. » Seul dans le couloir, Raphaël entra dans la chambre d'Isabella. Elle avait un sommeil agité, le visage couvert de larmes. Ses doigts serraient encore le dessin qu'elle avait fait, tous les trois ensemble, heureux. Sur la table de chevet, dans un cadre, il y avait une photo de Marina. Raphaël prit la photo, étudiant le visage de sa femme. « Marina, murmura-t-il, je suis tellement désolé. Pour tout. Pour la dispute, pour ne pas avoir été là, pour avoir gâché 2 ans dans la culpabilité. » Les larmes coulaient en... Mais je suis tombé amoureux d'une femme incroyable, que notre fille adore. Je sais que si tu étais là, tu me dirais que je suis un idiot. Tu as toujours dit que je réfléchissais trop et que je ne ressentais pas assez. Il embrassa tendrement la photo. Tu aurais eu raison, comme toujours. Pour la première fois en 2 ans, Raphaël sentit qu'il pouvait respirer. Il ne s'agissait pas d'oublier Marina. Il s'agissait d'obtenir la permission de vivre à nouveau. Il reposa la photo et courut vers la chambre d'Elena. Vide, elle était déjà partie. Raphaël dévala les escaliers, trouvant Donna Lourdes dans la cuisine. « Elena, quand est-elle partie ?»« Il y a 20 minutes, Seigneur. Elle a appelé un taxi, a pris son sac à dos et est partie. » Donna Lourdes marqua une pause. Elle pleurait. Raphaël attrapa ses clés de voiture. Il savait exactement où elle serait. La station de métro était moyennement fréquentée à 23 ans ce jeudi. Raphaël se gara en double file et courut à l'intérieur, dévalant les escaliers 4 à 4. Et elle était là, sur le même banc où ils s'étaient rencontrés 4 mois plus tôt. Mais cette fois, Elena n'était pas seule.
2 autres femmes sans abri étaient assises à côté d'elle, et Elena partageait la nourriture qu'elle avait emballée du manoir, dessinant leurs portraits dans son carnet. Même en ayant tout perdu à nouveau, elle donnait encore. Raphaël s'arrêta, observant cette scène déchirante. Elena leva les yeux et le vit. Son visage reflétait la douleur, la colère, l'amour, tout à la fois. Elle dit quelque chose aux femmes, se leva et s'approcha de lui. « Que veux-tu, Raphaël ?» Sa voix était lasse. « Tu viens récupérer quelque chose ? J'ai oublié de signer les papiers de licenciement ? Non, je suis venu. Mon Dieu, Elena, j'ai tout gâché. » Les mots se bousculèrent. « Tu avais raison. Je suis tellement accroché à la peur de perdre que je ne vois pas ce qui est devant moi. Pendant 2 ans, j'ai eu peur de vivre, d'aimer, d'essayer, et cela n'a protégé personne. Cela n'a fait que créer plus de douleur. Raphaël, s'il te plaît, laisse-moi finir. Quand Marina est morte, je me suis enfermé. J'ai pensé que si je ne m'attachais pas, je ne pourrais plus être blessé. Mais je n'ai fait que blesser Isabella. Et maintenant, toi. Le docteur Patricia avait raison. Isabella, elle est en pleine détresse. Pas à cause de toi, à cause de moi. Elena ferma les yeux, les larmes coulant. Comment va-t-elle ? Elle dort, sous sédatif, brisée. Sa voix trembla. Comme je l'ai brisée il y a 2 ans quand je me suis fermé après la mort de Marina, et je viens de recommencer. Pourquoi es-tu ici ? Parce que je t'aime. Les mots sortirent, simples et vrais. Je suis tombé amoureux de toi, de ta force, de ta gentillesse, de la façon dont tu aimes ma fille. Et je suis terrifié parce que j'ai déjà aimé et perdu, et je ne sais pas si j'y survivrai à nouveau. Mais je suis encore plus terrifié à l'idée de laisser la peur détruire la seule chance de bonheur que j'ai eue en 2 ans. Elena secoua la tête. Raphaël, je ne peux pas être ta domestique et ta... Quoi ? Ta petite amie, c'est trop déséquilibré. J'ai besoin de subvenir à mes besoins, de reconstruire ma vie, d'avoir ma propre identité. Je sais, et tu le dois. Raphaël sortit un dossier de son sac. Ces 2 derniers mois, j'ai envoyé ton portfolio à 5 architectes renommés de Sao Paulo. Je l'ai trouvé dans le bureau à domicile, quand tu l'avais laissé ouvert sur l'ordinateur. Elena ouvrit de grands yeux. Tu as fait quoi ? Marcos Venizio Lima, l'architecte durable que tu admires, a répondu. Il veut te rencontrer, tout comme 3 autres. Et j'ai organisé une petite exposition de ton travail à la galerie Villa Magdalena lundi prochain. Pourquoi ? Parce que je crois en toi. Pas en tant qu'employeur, pas en tant qu'œuvre de charité, mais en tant que personne qui reconnaît un vrai talent. Il lui tendit le dossier. Ce sont les contacts, les confirmations, les détails de l'exposition. Tout est à toi. Même si tu me détestes, même si tu ne veux plus jamais me voir, c'est à toi. Ta carrière, ton identité, ta vie. Elena ouvrit le dossier, les mains tremblantes. Tout y était, les emails confirmant l'intérêt, l'invitation officielle de la galerie, et même un communiqué de presse professionnel sur une architecte émergente axée sur le design durable. « Je n'essaie pas de te sauver, Elena, » continua doucement Raphaël. « Tu t'es déjà sauvée 1000 fois. J'essaie juste de te montrer que je te vois. Pas comme un projet, pas comme une employée, mais telle que tu es, brillante, talentueuse, digne de tout. » Elena pleurait maintenant ouvertement. « Et Isabella, je ne peux pas la blesser à nouveau. Tu ne le feras pas. Elle t'aime, je t'aime. Si tu nous donnes une chance, une vraie chance, pas en tant qu'employeur et employé, mais en tant que personne qui s'aime, nous y arriverons. Raphaël, je suis littéralement assise dans une station de métro, sans maison. Comment cela peut-il fonctionner ? Tu restes dans la chambre d'amis principale le temps que tu trouves un appartement, sans condition, sans obligation. Tu passes tes entretiens, tu construis ta carrière, tu reconstruis ta vie. Et toi et moi, on sort ensemble. Vraiment. Dîner, cinéma, discussion, comme des gens normaux. Rien dans cette situation n'est normal. Je sais, mais peut-être que si tu veux essayer... Elena regarda le dossier, puis Raphaël, puis le banc où elle était assise, là où tout avait commencé 4 mois plus tôt. « J'ai peur, avoua-t-elle, de faire confiance, d'être blessée, de tout perdre à nouveau. Je suis terrifié aussi, dit Raphaël en faisant un pas de plus, mais je suis encore plus terrifié de laisser la peur gagner. » Elena prit une profonde inspiration. Elle pensa à Isabella, à ses immenses yeux confiants. Elle pensa à Raphaël, aux conversations de 2 heures du matin dans la cuisine, à la façon dont il la faisait se sentir vue. Elle pensa à elle-même, à la reconstruction non seulement d'une carrière, mais d'une vie entière. « D'accord, murmura-t-elle enfin. « Essayons. » Raphaël laissa échapper un souffle qu'il ne savait même pas qu'il retenait. « Mais avec des conditions, ajouta-t-elle. Je paie un loyer symbolique pour la chambre. Je ne suis pas une œuvre de charité. Et allons-y doucement avec Isabella. Elle a besoin de stabilité, pas d'adultes confus qui démêlent leurs sentiments.
Je suis d'accord avec tout. Elena regarda les deux femmes toujours assises sur le banc. Je peux leur donner le contact du refuge où j'étais et mon numéro, au cas où. Raphaël sourit sincèrement, chaleureusement, son premier vrai sourire depuis des années. Bien sûr, autant de temps qu'il te faudra. Tandis qu'Elena retournait parler aux femmes, partageant des ressources, offrant de l'espoir, Raphaël l'observait et comprit. Il n'était pas tombé amoureux d'elle malgré sa gentillesse. Il était tombé amoureux à cause d'elle. 20 minutes plus tard, ils marchaient vers la voiture ensemble. Sans se tenir la main, c'était encore trop tôt, mais côte à côte, d'un pas synchronisé. « Isabella ira bien ?» demanda doucement Elena. « Avec toi, oui. Cela prendra du temps, mais oui. Et moi aussi j'irai bien, » dit Raphaël en s'arrêtant pour la regarder sous les lampadaires. Pour la première fois en 2 ans. J'irai vraiment bien. Quand ils arrivèrent au manoir, il était près de minuit. Donna Lourde attendait à la porte, le visage soulagé. Isabella s'est réveillée il y a 10 minutes. Elle demande Elena. Elena monta les escaliers en courant, suivie de Raphaël. Dans la chambre, ils trouvèrent Isabella assise sur son lit, serrant un oreiller. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elena, la voix de la petite fille, était minuscule, brisée. « Tu es revenue ?»« Je suis revenue, ma chérie, je suis revenue. » Elena s'assit sur le lit et Isabella se jeta dans ses bras. « Tu repars ?» Elena regarda Raphaël qui hocha la tête pour l'encourager. « Non, mon amour, je ne pars pas. Mais les choses vont changer un peu. Je vais recommencer à travailler comme architecte. J'aurai des réunions, des projets. Je ne serai pas là tout le temps comme avant. » Isabella se recula, effrayée. « Alors tu pars ? » ?»« Non. Je vais vivre ici, mais dans la grande chambre d'amis. Et je te verrai tous les jours. Au petit déjeuner pour t'emmener à l'école, pour jouer l'après-midi. Mais je travaillerai aussi, comme papa travaille, tu comprends ? Isabella digéra lentement l'information. « Tu auras ton propre travail, comme avant ? » ?»« Oui. Je reconstruis ma carrière. Et je te verrai quand même tous les jours. »« Tous les jours, promis ?» Isabella regarda Raphaël. « Papa, c'est toi qui lui as dit de partir ?» Raphaël s'agenouilla près du lit. Sa voix était étranglée. « Oui. Et c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. J'avais peur, Isa. Peur que si je laissais Elena rester, si je te laissais l'aimer, quelque chose de mal pourrait arriver, comme avec maman. Mais les mauvaises choses peuvent arriver de toute façon, dit Isabella avec la sagesse surprenante d'une enfant de 5 ans. Maman est partie quand je ne m'y attendais pas. Si Elena doit partir, je veux en profiter pendant qu'elle est là. Raphaël sentit les larmes couler. Tu as raison, tu as tout à fait raison. Et tu aimes Elena ? Demanda Isabella sans détour. Raphaël et Elena échangèrent un regard. Oui, admit Raphaël, je l'aime beaucoup. Tu l'aimes, toi ? Elena rougit mais hocha la tête. Oui, je l'aime. Alors vous allez sortir ensemble ? Peut-être, dit prudemment Elena, mais doucement. Et tu seras toujours la priorité. D'accord. Isabella réfléchit longuement. D'accord, mais je veux être à votre mariage. Les deux adultes rirent, soulagés que la tension soit retombée. Doucement, dit Raphaël. Commençons par un dîner. Je peux venir ? Pas au premier, dit Elena en souriant. Mais je promets qu'on fera plein de choses ensemble. Isabella parut enfin satisfaite. Je peux dormir maintenant ? Je suis fatiguée. Bien sûr, ma chérie. Elena l'aborda, l'embrassant sur le front. Dors bien, Elena, l'appela Isabella alors qu'elle sortait. Merci d'être revenue. Toujours, mon amour, toujours. Le lundi suivant, la galerie Villa Magdalena était étonnamment pleine. Marcos Veniciu Lima était là, tout comme les 3 autres architectes renommés, des journalistes spécialisés en architecture et même des représentants du secrétariat au logement de la mairie de Sao Paulo. Elena présenta son travail avec passion et une connaissance technique impressionnante. Elle parla de la démocratisation de l'architecture de qualité, de la façon dont son expérience dans la rue avait complètement changé sa perspective sur le design urbain et les espaces communautaires. Nous concevons pour des utilisateurs hypothétiques, expliqua-t-elle en montrant des concepts de refuge réaménagés. Mais j'ai vécu comme ces utilisateurs. Je sais que la dignité n'est pas un luxe, c'est une nécessité de base. Je sais qu'un éclairage adéquat n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de sécurité. Et je sais que de petits détails peuvent faire la différence entre un espace vivable et un simple toit au-dessus de la tête. La présentation fut un succès retentissant. Elena reçut 3 offres de stage rémunérés, 2 invitations à contribuer à des projets spécifiques de logement social et Marcos lui proposa un mentorat mensuel avec possibilité de partenariat futur. Plus important encore, Elena avait retrouvé son identité professionnelle. Elle n'était plus la sans-abri ni la nounou d'Isabella.
Elle était Elena Cardozo, architecte spécialisée dans le design durable et inclusif. Raphaël et Isabella étaient dans le public, applaudissant avec enthousiasme. Quand Elena descendit de la scène, Isabella courut l'embrasser. « Tu étais incroyable, tout le monde a adoré. Merci ma chérie. » Elena prit Isabella dans ses bras. Raphaël s'approcha, les yeux brillants de fierté. « Tu as été brillante, vraiment brillante. Cela ne serait pas arrivé sans toi. » « Si, cela serait arrivé. J'ai juste accéléré le processus. » Il hésita, puis lui prit la main. « Un dîner pour fêter ça ? Juste nous deux. » Elena sourit. « J'adorerais. » Sylvia, qui observait de loin, s'approcha. Elena se tendit, s'attendant à un commentaire acerbe, mais Sylvia lui tendit la main. « Impressionnant, Elena. Vraiment impressionnant. » Elle marqua une pause. « Je vous ai mal jugé, et je vous dois des excuses. » Elena lui serra prudemment la main. « Merci, donna Sylvia. » Sylvia, juste Sylvia. La femme plus âgée sourit. « Et si vous devez faire partie de cette famille, et il semble que ce soit le cas, nous devrions commencer sur de bonnes bases. » Ce n'était pas une acceptation totale, mais c'était un début. Au cours de la semaine suivante, la vie trouva un nouveau rythme. Elena loua un petit bureau partagé à Villa Maddalena avec l'argent de ses premiers projets. Elle travaillait la journée, mais était toujours à la maison pour le dîner avec Isabella. Raphaël et Elena sortaient ensemble, prudemment, dîners au marché municipal, promenades dans le parc d'Ibirapuera, séances de cinéma. Ils parlaient pendant des heures, de tout et de rien, et lentement, la peur et la méfiance furent remplacées par la confiance et l'amour. Isabella s'épanouissait en voyant les adultes heureux. Elle continuait ses séances de thérapie avec le docteur Patricia, gérant sainement la perte de sa mère. Mais maintenant, elle avait aussi de l'espoir. L'espoir qu'une famille puisse être reconstruite, que l'amour puisse exister à nouveau. En janvier, 5 mois après l'exposition, Elena signa un contrat d'associé junior avec Marcos Veniciu Lima. Son premier grand projet, le réaménagement de 3 refuges pour sans-abri à São Paulo, financé par la mairie. Le jour de la signature, Raphaël l'emmena pour un dîner spécial au Terrazzo Italia, un restaurant emblématique avec vue panoramique sur São Paulo. « Je suis fier de toi, dit-il en lui tenant la main sur la table. Pour ce que tu as construit, pour qui tu es. Je n'aurais pas pu le faire sans toi et Isabella. Si, tu aurais pu. Cela aurait peut-être pris plus de temps, mais tu aurais pu. Tu es plus forte que tu ne le penses. » Elena sourit, puis devint sérieuse. « Raphaël, j'ai besoin de te demander quelque chose. N'importe quoi. Te sens-tu toujours coupable, pour Marina, d'aller de l'avant ?» Il réfléchit attentivement. « Parfois. La culpabilité ne disparaîtra probablement jamais complètement, mais elle ne me paralyse plus. Et je pense que Marina serait heureuse de me voir heureux à nouveau. Elle n'a jamais voulu que je vive dans un deuil éternel. Tu penses qu'elle nous aurait approuvé ? Oui, elle avait bon cœur. Elle aurait adoré la façon dont tu t'occupes d'Isabella. » Il marqua une pause. « Et elle aurait ri du temps qu'il m'a fallu pour comprendre l'évidence. » « Quelle évidence ?» Raphaël se leva, contourna la table et s'agenouilla à côté de sa chaise. De sa poche, il sortit une petite boîte. « Elena Cardoso, je t'aime. Tu m'as réappris à vivre. Tu m'as montré que la famille est un choix autant qu'un lien de sang, et tu as fait sourire ma fille pour la première fois depuis des années. Veux-tu m'épouser ?» Elena pleurait, riait, hochait la tête frénétiquement. « Oui. 1000 fois oui. » Un an plus tard, la station de métro de São Paulo était animée en ce jeudi soir. Elena Cardoso Almeida, elle avait gardé les 2 noms, marchait sur le quai, tenant la main d'Isabella, maintenant âgée de 7 ans, tandis que Raphaël portait le sac à dos de la petite fille. Elena était en tenue professionnelle. Une réunion avec le secrétariat au logement venait de se terminer. Son bureau, Cardoso & Associés, architecture durable, fêterait ses 6 mois la semaine suivante. Raphaël était un investisseur minoritaire, mais Elena gardait le contrôle créatif total. « Maman, Elena, regarde !» Isabella tira sur sa main pour l'appeler. Elena suivit le regard de la petite fille et vit une jeune femme assise seule sur un banc, le même banc où elle s'était assise 15 mois plus tôt. La femme avait environ 25 ans. Vêtements sales, pieds de nus, et elle pleurait en silence, regardant un téléphone à l'écran brisé. Elle était triste. « Comme tu l'étais, » murmura Isabella. « On peut l'aider ?» Elena regarda Raphaël qui hocha la tête pour l'encourager. Elle s'agenouilla au niveau d'Isabella. « Que penses-tu que nous devrions faire ?» Isabella réfléchit, le visage sérieux. Lui parler. La traiter comme une personne, pas comme si elle était invisible. Comme tu me l'as appris. Très bien, ma chérie, allons-y ensemble. Elles s'approchèrent imprudemment. La femme leva les yeux, effrayée, essuyant rapidement ses larmes.
Excusez-moi de vous déranger, dit Elena en s'asseyant doucement sur le banc à côté d'elle. Vous allez bien ? La femme eut un rire amer. Je vais parfaitement bien. J'ai perdu mon travail la semaine dernière. J'ai été expulsé hier et mon téléphone vient de lâcher. Alors oui, c'est merveilleux. Je m'appelle Natalia. Les gens ont des noms et des histoires, et ils méritent d'être vus. Elena sortit une carte de visite de son sac. Je m'appelle Elena. Il y a 15 mois, j'étais assise exactement sur ce banc, à votre place. Sans maison, sans espoir, ne sachant pas comment recommencer. Natalia prit la carte et lut « Cardozo & Associés, architecture durable ». Elle regarda Elena confuse. « Vous étiez sans abri, pendant 6 mois. J'ai tout perdu à cause d'une fraude de mon ex-associé. Je sais exactement ce que vous ressentez en ce moment, effrayée, honteuse, invisible. Comment vous en êtes-vous sortie ?» Elena sourit à Isabella. « Cette incroyable petite fille m'a vue quand le monde entier m'ignorait et elle m'a donné une chance de recommencer. » Elle se tourna vers Natalia. « Je ne peux pas vous offrir de miracle, mais je peux vous offrir des ressources concrètes. » Elle écrivit au dos de la carte les adresses de 3 refuges sûrs, d'organisations d'aide à l'entretien d'embauche, de groupes de soutien et son propre numéro de téléphone portable. Le premier refuge sur cette liste, la Maison de l'Espoir à Bella Vista, a des places cette semaine. Dites-leur que c'est moi qui vous envoie. Ils ont des douches, des vêtements propres et aident à rédiger des CV. Ce n'est pas parfait, mais c'est un début. Natalia tenait la carte, les mains tremblantes. Pourquoi faites-vous ça ? Parce que quelqu'un l'a fait pour moi. Et parce que les nouveaux départs sont possibles, mais ils sont plus faciles quand quelqu'un croit en vous. Elena marqua une pause. Mon bureau a un programme de stage pour les personnes qui reconstruisent leur vie. Ce n'est pas de la charité. C'est un vrai travail, un vrai salaire. Si vous êtes intéressé, appelez ce numéro dans 2 semaines. 2 semaines ? Le temps pour vous de vous stabiliser un peu, de prendre une douche, de trouver des vêtements propres, de digérer. Je ne veux pas que vous veniez par désespoir. Je veux que vous veniez prête. Isabella, qui avait observé en silence, tendit soudainement son goûter. « Tu dois manger, toi aussi. On réfléchit toujours mieux le ventre plein. » Natalia regarda la petite fille, puis le sac en papier, puis Elena, et se remit à pleurer. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. « Merci, merci beaucoup. » Le métro arriva. Raphaël, qui avait tout observé de loin, les rejoignit. « Natalia, bonne chance, dit Elena en se levant. Et n'oubliez pas, dans 2 semaines, appelez. » Alors qu'ils montèrent dans le train, Isabella serra les mains d'Elena et de Raphaël. « Maman, Elena, est-ce qu'elle ira bien ?»« Je ne sais pas, ma chérie. C'est difficile de recommencer. Mais nous lui avons donné les outils et l'espoir. Le reste dépend d'elle. » « Comme cela dépendait de toi ?»« Exactement comme cela dépendait de moi. » Raphaël attira Elena plus près de lui, lui embrassant le sommet du crâne. « Tu es incroyable, tu le sais. J'ai appris d'une petite fille de 5 ans très sage. » Par la fenêtre, il vira Natalia, toujours assise sur le banc, serrant la carte de visite comme une bouée de sauvetage et regardant le goûter qu'Isabella lui avait donné. 3 mois plus tard, Natalia se présenta au bureau d'Elena. Propre, en tenue d'entretien, avec un CV imprimé. « Vous êtes venu, dit Elena en souriant. Vous aviez dit 2 semaines. Il m'en a fallu 3 mois. Désolé. N'en soyez pas désolé. Vous êtes venu. C'est ce qui compte. » Natalia commença comme assistante administrative, mais montra un talent naturel pour la coordination de projets. 6 mois plus tard, elle serait promue. 1 an plus tard, elle passerait le relais, aidant une autre personne dans une situation similaire. 6 mois plus tard, le mariage. Le mariage d'Elena et Raphaël fut intime. Juste la famille proche et les vrais amis. Dans le jardin du manoir de Jardim Europa, décoré de fleurs simples et de guirlandes lumineuses. Isabella était demoiselle d'honneur dans une robe rose qu'elle avait elle-même choisie, portant les alliances avec un sérieux adorable. Sylvia était là, souriant sincèrement. Donna Lourdes, Johanna, Carlos et Donna Celia étaient présents en tant qu'invités, non en tant que personnel. Le docteur Patricia était là, Marcos Venizio Lima, et à l'arrière-plan, partiellement floue sur les photos mais clairement présente, Natalia, dans son premier tailleur professionnel, les yeux brillants de gratitude et d'espoir. Pendant les vœux, Raphaël dit « Elena, tu m'as appris que la famille, ce ne sont pas seulement ceux avec qui nous naissons, ce sont ceux que nous choisissons, ceux qui nous choisissent en retour, ceux qui restent quand c'est difficile. Tu as choisi de rester. Je te choisis, chaque jour pour toujours. » Elena, en larmes, répondit « Raphaël, il y a 15 mois, je n'avais rien. Aujourd'hui, j'ai tout. Pas à cause de l'argent ou du statut, à cause de l'amour. Un amour qui n'exige pas la perfection, seulement la présence. Toi et Isabella, vous m'avez vu quand j'étais invisible. Maintenant, je promets de passer le reste de ma vie à vous voir, vous aussi. » Quand ils s'embrassèrent, Isabella cria
Enfin, faisant rire tout le monde. À la réception, Isabella, maintenant âgée de 8 ans, monta sur une chaise pour porter un toast improvisé. « Ma maîtresse m'a demandé ce qu'était la famille », dit-elle d'une voix claire. J'ai répondu. « La famille, ce n'est pas seulement le sang. Ce sont ceux qui choisissent de rester quand c'est difficile. Ce sont ceux qui te voient quand tu es invisible. Ce sont ceux qui t'aident à redevenir toi-même. Maman Marina m'a d'abord appris l'amour. Maman Elena m'a appris que l'amour peut revenir. Et papa a enfin appris à ne plus avoir peur. » Il y eut un silence, puis des applaudissements. Elena serra fort Isabella dans ses bras, murmurant « Merci mon amour. » Pourquoi ? De m'avoir vu cette nuit-là, de m'avoir donné une chance, de m'avoir fait entrer dans ta famille. Isabella la serra en retour. « Tu as toujours fait partie de la famille. Il a juste fallu du temps à tout le monde pour le comprendre. » Alors que la fête continuait, Elena regarda autour d'elle. Raphaël parlait d'un nouveau projet avec Marcos. Isabella dansait avec Sylvia. Natalia riait avec Donna Celia. Et elle réalisa qu'elle n'avait pas seulement reconstruit sa vie. Elle en avait construit une nouvelle. Meilleure, plus vraie. Et tout avait commencé avec une petite fille de 5 ans qui avait dit une simple vérité. « Tu n'as pas de maison et je n'ai pas de mère. Nous sommes pareilles. » Elles étaient en pareil. Et ensemble, avec Raphaël, elles étaient en devenues une famille. Quelle histoire touchante, n'est-ce pas ? Si vous avez été ému par le parcours d'Elena, Raphaël et de la petite Isabella, et si vous croyez que tout le monde mérite une seconde chance dans la vie, aimez cette vidéo et partagez-la avec les personnes qui ont besoin de se rappeler que les nouveaux départs dans ce pays sont possibles. Tout comme Isabella a vu Elena quand le monde la rendait invisible, vous pouvez être cette lumière dans la vie de quelqu'un en partageant cette histoire. Vos commentaires sur le moment qui vous a le plus touché sont très importants pour nous. Nous aimons savoir ce que vous avez ressenti. Si vous souhaitez continuer à suivre des histoires inspirantes sur l'amour, la résilience et les secondes chances, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun épisode. Et maintenant, nous voulons savoir de quel pays regardez-vous cette vidéo. Écrivez dans les commentaires si vous êtes au Brésil, au Portugal ou dans tout autre endroit du monde où la langue portugaise nous unit. C'est incroyable de savoir que les histoires de compassion, de famille et d'amour véritable transcendent les frontières et touchent les cœurs sur tous les continents. Créons ensemble une chaîne d'espoir.